Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies avec aujourd'hui notre 3e interview. Vous le savez maintenant, chaque mois je recevrai un ou une invitée pour nous parler de santé et de sécurité. Et dans tous les cas, chaque lundi matin à partir de 6h, vous pouvez découvrir un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies. Vous voulez être certain de ne rien rater, de ne pas en perdre une miette? N'hésitez pas à vous abonner pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Faites-nous partager également vos commentaires, soit sur votre application de podcast ou encore sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Je reste à l'écoute de vos avis, vos remarques, vos conseils peut-être. Et si vous souhaitez intervenir sur ce podcast, vous pouvez également le faire en prenant contact sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Pour ce 11e épisode, je reçois aujourd'hui Christelle Caron qui va nous parler de neurosciences. Sauvons nos vies, interview. Je reçois aujourd'hui Christelle Caron, conférencière, formatrice et coach professionnelle, certifiée à l'Institut des neurosciences appliquées. Bonjour Christelle. Bonjour Louis. Comment allez-vous ? Eh bien, ma foi, très bien. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. C'est gentil. Comment va notre cerveau en ce moment ? C'est un peu le bazar. C'est compliqué ? Lui va bien. Après, c'est les comportements associés à notre cerveau qui peuvent parfois nous paraître bizarres. D'accord. Alors, les personnes qui nous écoutent se disent « Mais qu'est-ce que c'est que les neurosciences ?» On va voir ça tout au long de cette interview. Je suis très heureux aussi, moi, de mon côté, de passer un moment avec vous parce que vous allez, j'espère, nous aider à comprendre comment fonctionnent les neurosciences, ce que c'est. C'est un sujet passionnant quand on commence à regarder un petit peu de quoi il s'agit. Et puis, puisqu'on est dans Sauvons nos vies, le podcast Santé et Sécurité, c'est un sujet tout à fait en adéquation avec notre quête vers justement notre santé, notre sécurité au quotidien. Avant de commencer, je pose systématiquement la même question à toutes les personnes que je reçois. Est-ce que vous avez un objet de votre quotidien le plus révélateur vis-à-vis de la santé et de la sécurité ? Ça va pas être original, mais je l'ai toujours avec moi, je le traîne partout avec moi et il est en moi, c'est mon cerveau. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Ah, c'est le cerveau qui est vraiment le révélateur ? Le révélateur de tout, et je dirais d'une grande part de compréhension et surtout de la mienne, et avant tout, puisque c'est parti de là. Et cette liste de compréhension de notre mode de fonctionnement me permet de voir la vie différemment, de l'appréhender différemment, de me comporter différemment avec moi-même et avec les autres. Et du coup, je le bichonne et je l'écoute et je m'en occupe précieusement. D'accord. Parce qu'un cerveau, ça se bichonne. Ça se bichonne, oui. D'accord. J'espère que vous allez nous apporter quelques enseignements par rapport à ça. Comment bichonner son cerveau ? D'accord. C'est ça. Autant on pense à sa chevelure, autant on pense à sa peau, autant on pense mais le cerveau, c'est vrai que j'ai arrivé à bichonner son cerveau. Je suis sûr que vous allez nous apporter plein de bons enseignements. Alors, avant de commencer, Christelle, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours globalement, rapidement? Alors, rapidement, moi, je suis issue d'une formation commerciale. Donc, j'ai fait ce métier-là pendant une bonne partie de ma vie, bien évidemment en évoluant sur l'activité de manager et de responsable de centre de profit. Et du coup, j'ai vraiment navigué dans ces sphères et professionnelles, sachant que mon métier de base, c'était la vente d'équipements de protection individuelle. Donc, très clairement, je suis depuis très longtemps au fait de la sécurité au travail. Ah oui. Puisque, je vendais des équipements. Donc, j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années.
Et c'est vrai que ça me passionnait parce que c'était déjà très intéressant de pouvoir faire partie intégrante de la sécurité des gens au travail et de leur apporter des solutions. Et effectivement, j'ai pu voir l'évolution des équipements au fil des 2 dizaines d'années que j'ai exercé. Mais ce qui me passionnait le plus au-delà de ça, c'était vraiment le côté humain. Donc l'individu au cœur de son action de travail et de sa propre sécurité. Mais j'avais pas encore conscience et connaissance de tout ça. Mais comme j'étais passionnée par l'humain, déjà j'avais un gros attrait et intérêt et l'attention que je leur portais portait aussi ses fruits sur leur propre sécurité. Et du coup, en découvrant les neurosciences, je me suis dit, mais c'est ça, bien sûr, qu'il faut mettre en œuvre ou comprendre pour pouvoir accompagner les personnes. C'est ça, en fait. Hein. Le chemin, généralement, il est à peu près toujours le même. On pense technique au départ, en sécurité, EPI. Ouais. Et puis après, on se dit, la technique, elle a peut-être ses limites. Elle a de toute façon ses limites. Ouais. À partir du moment où c'est encore l'humain qui on va dire, qui a la main, qui a le volant, qui a plein de choses entre les mains, c'est lui qui décide encore. Peut-être que dans quelques années, ce sera la machine qui décidera à notre place. Ça, on va pas lire dans une boule de cristal. Ouais, on va pas lire dans une boule de cristal aujourd'hui. Et c'est le chemin normal arrive après la technique vers l'humain. Ça a été le vôtre. Ouais. Et là, c'est sans limite, quoi. C'est sans limite et c'est extraordinaire. En fait, c'est comme on jette un puzzle sur la table et toutes les pièces se remettent les unes à côté des autres. Et c'est vrai que c'est passionnant. Alors, c'est compliqué, mais passionnant. Et c'est vrai que souvent, que ce soit la sécurité au volant ou au travail ou dans notre vie de tous les jours, on est câblé environnement, équipement, matériel. On va faire plein de progrès au niveau de nos véhicules, au niveau de nos machines. Voilà, mais par contre, on n'évoque jamais l'essentiel. C'est passionnant. Et quand j'accompagne moi des managers, c'est pareil, je leur dis toujours, vous travaillez sur l'humain et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est passionnant. Ouais. Mettre de la technique, ça se fait. Mettre une rampe dans un escalier pour éviter de tomber, ça c'est relativement facile. Ouais. Par contre, faire tenir la rampe aux personnes quand elles descendent, là, le problème commence. C'est ça. C'est hein. ça. C'est ça. Oui, alors, c'est tout à fait ça. Et comment, ça a été quoi le déclic pour aller de la technique aux neurosciences ? Parce qu'il y a quand même un fossé là. Ça a été quoi le déclic ? Non. En fait, le déclic, ça a toujours été justement ma passion de l'humain. Et de dire, j'étais toujours intriguée par les comportements. Déjà, j'étais un petit peu en mode sauveur. Hein. J'étais toujours, je voulais sauver tout le monde. Je voulais qu'ils soient en sécurité. Je voulais qu'ils se sentent bien, qu'ils mettent leurs équipements et se protéger. Et puis, même vis-à-vis de mes collaborateurs. Donc, j'ai toujours été dans cette quête, en fait, d'être bien au travail et d'être bien dans son environnement. Et c'est vrai que le fait de découvrir à un moment donné de ma vie, j'ai découvert parce que je me suis fait coacher. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bien sûr, c'est un moyen très direct d'aller toucher l'individu dans tous ses corps, on va dire, corps pro, corps perso, sociétal, peu importe, sécuritaire. Et les neurosciences, du coup, c'est venu par logique quand j'ai découvert que avec cette compréhension-là, on pouvait vraiment accompagner des gens à comprendre leur mode de fonctionnement et faire le choix ou non. Hein, encore une fois, après, c'est chaque individu qui doit se responsabiliser, mais faire le choix ou non de changer les choses qui nous mettent en danger, les choses qui nous desservent, les croyances qui nous limitent, etc. S'il fallait faire une définition des neurosciences, qu'est-ce que vous diriez ? C'est quoi les neurosciences ? Alors, ma définition. La vôtre ? Oui, mais c'est ça qui est intéressant, la vôtre, ouais. Tout à fait. En fait, moi, c'est la partie scientifique qui m'a plu
parce que elle peut mettre plus facilement sur la table des choses qui sont actées. Et que c'est beaucoup plus compliqué de démonter ce genre de choses quand on a vraiment une vraie volonté de ne pas faire les choses ou pas faire de changement. Donc pour moi, les neurosciences, c'est un vrai outil de compréhension de fonctionnement de l'humain dans son état originel, donc le reptilien, parce que notre cerveau qui est à l'origine de notre création, toute sa compréhension de comportements liés à nos émotions et à toute la partie de notre dernier cerveau cortex, qui lui est plutôt la partie analytique et réflexive de tout ce qui est partie réflexion, qui va être plus récent et qui lui va être riche pour nous permettre d'avancer maintenant à l'époque où on est. C'est-à-dire que maintenant, on peut plus dire qu'on peut pas changer les choses puisqu'on le sait scientifiquement. C'est arrivé. Enfin, elles ont vraiment été développées, ces neurosciences, à partir de quelle période ? Alors, on va dire début du XXe siècle, on a commencé par certaines expériences qui ont été faites sur le cerveau, mais par accident souvent, hein, c'est être pensé par Tatin, par exemple, où par accident, ils ont découvert que certaines blessures au cerveau changeaient le mode de fonctionnement de l'individu et faisait actionner en fait des parties du cerveau qui étaient différentes alors que la personne était censée ne plus pouvoir. On aurait pu penser que le cerveau était endommagé et que du coup plus rien ne pouvait se passer. Et on se rend compte que c'est pas forcément le cas et que ça passe d'une sphère à une autre et qu'on va se servir par exemple d'une sphère émotionnelle plus que d'une sphère analytique pour se comporter. Et c'est comme ça que ça a commencé à prendre sens. Et puis petit à petit, toutes les analyses scientifiques. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas docteur en neurosciences. Moi, j'utilise des outils de la neuroscience pour accompagner les personnes que j'accompagne dans certaines compréhensions. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est super important de prendre en compte, c'est l'évolution sur la neuroplasticité qui s'est fait dans les années 1960. Qui nous donne vraiment des beaux indicateurs et des belles évolutions, entre autres sur les maladies de Parkinson et Alzheimer. Et c'est vrai que ça évolue en permanence, surtout que maintenant on a aussi la partie de la physique quantique qui va nous donner d'autres éléments d'information de nos modes de fonctionnement. Du cerveau. Comment fonctionne le cerveau ? Vous nous disiez, il y a des outils. Quels sont-ils ces outils justement qui nous permettent de travailler sur notre cerveau ? Alors déjà, avant l'outil, c'est comprendre le mécanisme du cerveau. Il y a 3 cerveaux, donc le reptilien, le limbique et le cortex, en fait, qui ont 3 périodes de vie. En fait, au fur et à mesure, notre cerveau a évolué. Et dans ce mode de fonctionnement, lui, le cerveau, c'est un consommateur d'énergie. C'est-à-dire que il pèse 2% de notre poids de corps à peu près. Par contre, il consomme 20% de l'énergie produite pour notre corps. Donc, ça veut dire qu'il est très énergivore. Il consomme beaucoup d'énergie puisqu'en fait, on est fait essentiellement de transmission électrique avec les neurones et les synapses. En connexion et transmission d'informations. Et du coup, pour pouvoir survivre, puisque c'est son objectif prioritaire, sa propre survie, il va se mettre en mode habitude. Donc, tout ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est notre cerveau qui l'a acté comme une habitude, comme marcher, ouvrir une porte, parler avec quelqu'un, conduire une voiture, utiliser les machines, etc. Il se met en mode automatique. D'où la notion de dire on crée des habitudes. Voilà. Donc il se met en mode automatique. Pourquoi il se met en mode automatique ? Parce que pendant qu'il fait ça, il consomme pas d'énergie. Moins d'énergie. Pas du tout.
pas pendant l'action. C'est-à-dire que notre cerveau, en fait, part lorsqu'il crée une habitude, il va partir du cortex et il va être plutôt dans la notion réflexion. Donc là, il va réfléchir et consomme de l'énergie. Du moment où il se met en mode habitude, cette partie-là, donc je m'assois dans ma voiture par exemple, la partie mécanique de la conduite va être l'action. Ouais. Et là, le cerveau se déconnecte. Donc il se met en mode, sur cette action-là, il se met en mode automatique. Donc entre le démarrage et l'arrêt, s'il ne se passe rien en stimuli extérieur qui pourrait modifier notre conduite, il ne consomme pas d'énergie. Pour ça. C'est ça. Parce pour qu'on l'action dit, de conduire. on dit toujours, le cerveau ne peut pas ne pas penser. C'est-à-dire que s'il ne pense pas à la conduite, parce que il est en mode habitude, il y a des chances que la personne pense à autre chose. Ah, c'est évident. Le cerveau fonctionne toujours. Toujours. La seule différence, c'est qu'effectivement, pour pouvoir fonctionner et penser tout le temps, il faut qu'il mette des actions en mode habitude. Comme conduire, comme marcher, comme fumer, comme voilà. Et c'est ce qui est un problème lorsqu'on n'en est pas conscient parce qu'il s'en fiche que c'est une bonne ou une mauvaise habitude. C'est-à-dire que lui, sa priorité, c'est sa survie à lui. Donc, du coup, à partir du moment où vous positionnez un comportement répétitif X fois, lui il dit « Ok, c'est bon, c'est acté, il sait faire. Je considère ça comme une habitude. » Ce que vous êtes en train de me dire, en mode automatique. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si c'est vital, un homme ou une femme, un humain qui ne rentre pas dans le mode habitué, ne peut pas vivre, ne peut pas survivre, c'est ça. Ah, il peut pas. Non, parce qu'il y aurait trop d'actions qui nécessiteraient une mise en œuvre d'énergie de son cerveau. Il surchaufferait, en fait. D'accord. C'est-à-dire que lui, c'est un mode de protection. Il va focaliser, en fait, il va structurer son fonctionnement de manière à être économique. Parce qu'il consomme 20% de l'énergie de notre corps. Donc, c'est énorme. Ouais, Pour finalement, une toute petite partie de notre corps. C'est clair. Il ne représente que 2%. Donc, lui, il va se mettre comme ça. Et c'est là que je trouve ça fabuleux, c'est que quand on est en conscience de ça, on comprend qu'il est là, comme je dis, c'est génial de l'avoir à portée de main tout le temps, parce qu'on peut modifier ça c'est la bonne nouvelle, mais il faut le faire en conscience. Alors, comment on peut amener la conscience au moment où on est plutôt en mode inconscience ? C'est ça. Donc, il faut en fait se poser en dehors des événements ou des circonstances ou des conditions. Par exemple, il y a 2 niveaux de prise de conscience. Quand je dis faut prendre conscience, ça va être le premier niveau de conscience qui est la conscience instantanée qui, elle, est tout de suite sur l'instant présent. Je m'arrête, je stoppe, je ne parle plus, j'observe. Mon moment présent, ma pièce, mon environnement. Ça, c'est mon premier état de conscience. Mais après, le deuxième état de conscience, pour prendre conscience de quelque chose, ça va être une prise de conscience situationnelle. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir qu'on le fasse en conscience, de dire, OK, j'ai telle habitude et elle me dessert. Donc, comme elle ne joue pas en ma faveur, eh bien, il faut que je la conscientise. Donc, je vais la mettre en mode situation. Quand je fais ça, je suis dans quelle situation ? Cette situation, cette action, cette habitude que j'ai ne me convient pas. Et là, il faut se mettre en mode questionnement. En quoi c'est un problème pour moi ? Quelles sont les conséquences à moyen et long terme ? Qu'est-ce que j'aimerais à la place ? Et vraiment le faire en conscience. Parce que le problème de tout ce qui est équipement collectif, etc., ou communication collective, c'est que si l'individu ne parle pas avec son propre cerveau et n'actionne pas ses propres leviers, c'est compliqué de le faire par l'extérieur. Il va falloir qu'il interagisse avec lui-même individuellement pour prendre conscience. Passer de l'inconscient au conscient. Si, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un dit « moi, je veux arrêter de rouler vite. »
par exemple. Mhm. Je roule vite, voilà. La première question qu'il va falloir qu'il se pose, c'est de dire pourquoi je roule vite. Quel intérêt j'ai à rouler vite? Parce que si on parle sécurité routière, à un moment donné, c'est un bon exemple. il faut se poser ce genre de questions. Eh bien, sa réponse va peut-être être, tiens, quand je roule vite, j'arrive à l'heure au travail. Mhm. Ok, très bien. Et par contre, du coup, je suis satisfait. J'ai une récompense, c'est qu'en roulant vite, j'arrive à l'heure au travail. D'autres personnes vont vous dire, moi, quand je roule vite, je vis des sensations fortes, voilà, ça me fait du bien, je prends de l'adrénaline, voilà, j'ai besoin de ça. Donc, vous voyez bien que sur ces deux personnes, La motivation est ils vont différente. faire la même action, Pour mais une la motivation. motivation est différente. C'est ça. La récompense est différente. Donc, c'est là que c'est important de prendre conscience de ça, c'est que pour que la personne change d'habitude, il va falloir qu'elle s'intéresse à son pourquoi. Donc, à la récompense, au fait d'arriver vite, à l'heure, ou au fait de vivre un moment d'adrénaline. D'accord? Mhm. Donc, il va pas se questionner de la même façon. Il va dire, ok, moi, si je veux arriver à l'heure, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à l'heure plutôt que de rouler vite? Mhm. Donc, ça peut être autre chose. Je m'organise différemment, je pars plus tôt, C'est ça, je mets mes enfants à l'école, J'avance mon réveil. Je délègue, voilà, peu importe. Ouais. Et par contre, l'autre personne qui est en quête d'adrénaline, c'est de se dire, ok, pourquoi elle est en quête de ça? Pourquoi elle a besoin de ça? Et peut-être parce qu'elle est super stressée. Et qu'en fait, l'adrénaline, c'est ce qu'on génère lorsqu'on est en mode stress, c'est l'hormone du stress. Donc, ça veut dire que si je suis en quête d'adrénaline et que je l'obtiens en conduisant vite, c'est peut-être parce qu'il faut que j'aille travailler sur mon stress, parce que je suis peut-être quelqu'un d'hyper stressé. Donc, ces deux personnes-là, vous pourrez leur dire ce que vous voulez sur la vitesse, tant qu'ils n'auront pas défini leur pourquoi et le fait que leur récompense, finalement, de l'action, ils ne pourront pas changer leur habitude. Bien sûr, c'est le début de la prise de conscience et de l'analyse de la situation et comment je peux y remédier. C'est ça. Et après, c'est pour ça que la mécanique est fabuleuse. Elle nous dessert dans le sens où notre cerveau a besoin de créer des habitudes et que lui, il s'en fiche qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Par contre, elle nous sert parce que on peut la changer. Puisqu'on en a conscience. Si on se pose les bonnes si on prend conscience du besoin de changer et si on se pose les bonnes questions et avec une réelle volonté de ne plus continuer de faire ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis, et c'est là que c'est important, c'est l'envie aussi et le besoin de la personne qui est à prendre en compte. J'ai des gens qui me disent, mais moi je roule vite et ça me va bien et j'ai pas envie que ça s'arrête. C'est ça la difficulté, c'est d'arriver à cibler les bonnes des moins bonnes habitudes. C'est ça. Alors comment je fais? Comment je peux faire parce qu'il n'y a pas que des mauvaises habitudes, mais comment je peux savoir tiens, ça c'est plutôt une bonne habitude et celle-là pas? Eh bien, en fait, dans notre environnement de tous les jours, si je vous parle sécurité routière, je vais vous dire, est-ce que vous respectez les limitations? Est-ce que vous mettez votre ceinture? Est-ce que vous prenez le volant alcoolisé, etc. D'accord. Là, parce que là, c'est hyper réglé. Il y a des règles pour tout. Voilà. Donc là, on sait. Donc là, c'est facile. C'est plus facile. On voit facilement. Tout à fait. Voilà, c'est plus facile. Après, une mauvaise habitude, c'est à partir du moment où elle vous dessert. C'est-à-dire se questionner, de dire, est-ce que faire ça, ça me sert ou ça me dessert? Quelqu'un qui va fumer, par exemple, c'est très courant. Enfin, en tout cas, c'est un sujet qui porte à questionnement. C'est de dire, ok, j'ai l'habitude de fumer. Très bien. Est-ce que c'est une bonne habitude? Ça dépend. Oui. Ça dépend si c'est la cigarette plaisir le week-end parce que voilà, ou si c'est 2 paquets par jour. Ok. Donc là, c'est vraiment de se dire en conscience, pour moi, est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Est-ce qu'il est plus judicieux pour moi dans mon contexte de fumer mes 3 cigarettes par jour
parce que à côté de ça, je suis plus détendue, je me sens ok avec ça, plutôt que d'arrêter complètement et d'être stressée, de crier après tout le monde et de voilà. Donc c'est vraiment en question de personne et de questionnement personnel. Quelque chose qui, par exemple, vous empêche d'avancer. Vous nous dites, j'ai pris l'habitude de penser aux choses, mais de pas me mettre en mouvement, par exemple, de pas me mettre en action. C'est de se dire, cette habitude-là de pas poser des actions, de pas poser des actes suite à une réflexion, ça me sert ou ça me dessert. En règle générale, on se rend compte vite que ça nous dessert, que ça nous bloque, que ça nous enferme dans quelque chose. Donc, tout passe par le questionnement. En fait, notre cerveau, pour que vous puissiez prendre conscience et le mettre en mouvement, il faut le questionner. D'où l'intérêt du coaching. C'est pour ça que j'ai trouvé que l'association de ces deux disciplines est juste merveilleuse. C'est qu'en fait, le coach, par définition, est un questionneur. Un coach va vous poser des questions sans cesse, va vous ramener finalement. Comme un psy. Voilà. Hormis que le coach va aller chercher le psy et va être plus dans l'écoute, parce que lui, c'est son job, il est formé pour ça et il va vraiment être dans l'écoute. Le coach aussi, bien sûr, c'est l'écoute active, c'est primordial, mais c'est aller poser des questions sur questions sur questions sur questions pour aller justement à un moment donné à un endroit où l'individu veut pas forcément aller consciemment. Donc si on résume, c'est ça, c'est je m'arrête, je regarde les habitudes de mon quotidien, de mes journées, ouais. et à chaque fois, je me pose la question, est-ce que ça me sert ou ça me dessert ? Et après, en fonction de la réponse, c'est à moi de réfléchir encore et de rentrer un peu plus dans le détail sur ce qui me paraît me desservir. Ça, c'est une méthode qui permet de travailler effectivement sur ces habitudes et sur peut-être les risques que je prends tous les jours. C'est ça. Et puis d'être à l'écoute de son environnement aussi, parce que parfois notre environnement est très beaucoup plus clair sur nos mauvaises habitudes. C'est-à-dire quand quelqu'un va vous dire tu râles tout le temps, ou tu roules trop vite, t'es toujours en retard, voilà, faut être aussi à l'écoute des feedbacks des autres, parce que ça nous permet un petit peu de voir en nous où ça peut pêcher quelque part et où ça peut poser problème dans notre vie. C'est compliqué ça, non ? Non ? Alors, non, c'est pas compliqué parce qu'après, il faut travailler sur ses émotions. Parce qu'en fait, dans notre cerveau, on a 3 parties, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et on a la partie limbique qui est émotionnelle. Et si on développe notre intelligence émotionnelle, et du coup, on ouvre plus facilement notre capacité à être en conscience de nous, à se gérer nous-mêmes, à être en conscience des autres et à savoir gérer nos relations. Mmh. Parce qu'on parle souvent on associe souvent les neurosciences à la route, alors que c'est vraiment multisecteur. C'est pas que la route. C'est pour tout. Bah oui. Alors pourquoi on l'associe davantage à la route ? Parce que c'est plus facile ? Non, c'est juste que, en fait, comme vous le disiez, là, c'est carré. C'est-à-dire que c'est assez simple, finalement, d'aller dire qu'on fait bien ou pas bien quand on est dans un système réglementé. Mmh. Du coup, ça nous permet de dire, de toute façon, on a un prisme, tout le monde le même, c'est comme ça, c'est la loi, c'est réglementé, c'est machin. Donc, est-ce que je suis dans la loi ou pas ? Est-ce que je respecte ou pas ? Donc là, quelque part, c'est plus simple de cocher les cases. Oui, c'est plus facile. Ouais. Après, dans notre quotidien, c'est effectivement peut-être parfois plus compliqué parce que 80% de notre système de comportemental est inconscient. Donc ça veut dire que c'est la première étape, prendre conscience, c'est déjà la violence, c'est d'aller à l'encontre d'un confort. Parce que même si on est sur une mauvaise habitude, c'est confortable. Toute habitude est confortable, puisque c'est le cerveau dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Donc, comme c'est confortable, eh bien, du coup, on n'a pas forcément envie de se poser des questions. Quand on parle de sortir de sa zone de confort, moi, j'aime bien dire qu'on l'élargit, mais on n'en a pas forcément envie de l'élargir. Parce que ça nécessite un travail, effectivement. Ça nécessite de passer au conscient. Et la troisième étape,
et là c'est très très important aussi, c'est que une fois qu'on sort de notre inconscient et qu'on a pris conscience et qu'on veut mettre des choses en œuvre, on va se questionner. Tout ça, c'est le gros job de la prise de conscience. Mais après, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que sans mouvement, vous n'intégrerez pas de changement. Style, par exemple, je suis inconsciente que je prends des risques tous les jours en conduisant parce que je roule trop vite. Et donc, je suis dans mon canapé et je me dis, ben oui, Christelle, c'est vrai que tu roules trop vite. En quoi c'est un problème pour toi? Et ben, c'est un problème pour moi parce qu'il peut avoir un accident. Qu'elle pourrait être, c'est un problème pour moi de rouler vite. Les conséquences, c'est potentiellement d'avoir un accident à court terme, à long terme, peut-être paralysé, peut-être d'en mourir, de perdre sa famille, de perdre mon permis, de perdre mon travail, etc., etc. Toujours dans mon canapé. Donc, je me cherche des solutions et je me dis, tu pourrais faire ça, que mais plutôt, laisser tes enfants occupés par le mari, etc. Voilà, très bien, ok, très bien. Et ça s'arrête. Pourquoi c'est si dur de changer ces habitudes? C'est si dur parce qu'il y a tout ce processus. C'est-à-dire qu'il faut suivre tout le processus. Et le fait de suivre tout le processus, c'est qu'il nous faut des leviers de motivation. C'est-à-dire que ce que les gens oublient souvent quand ils font les résolutions du 1er janvier, c'est que une habitude se crée par la répétition. Donc, si vous voulez changer une habitude, il faut refaire par la répétition. Et c'est pas en faisant une fois les choses que ça va changer. Il faut vraiment être en conscience de cette implication de notre cerveau dans la création de l'habitude. Donc, je répète X jours, X fois, la bonne habitude, et il faut y mettre du plaisir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un stade de j'ai cette habitude-là à une mauvaise habitude sans la substituer par une action de plaisir. Et ça, c'est la partie la plus compliquée, parce que les gens souvent se disent c'est bon, je l'ai fait 2 fois, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas cette notion, cet effort. Ça nécessite un effort d'aller dans le temps générer une répétition qui va nourrir la nouvelle habitude. Et le cerveau est encore plus pervers que ça. C'est qu'en fait, toutes les voies neuronales qu'on a créées avec les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on les conserve. Donc ça veut dire que la nouvelle habitude va créer un autre chemin neuronal, mais ne va pas forcément supprimer l'autre. Donc parfois, il y a des gens qui vous disent j'ai raté de tuer pendant 12 ans, j'ai repris, ça va pas, et tout, etc. C'est ni plus ni moins qu'on est repassé sur l'autre voie neuronale. Ouais, l'autre chemin. L'autre chemin. Et donc du coup, la mauvaise nouvelle, c'est de se dire qu'on replonge dans un truc qui ne convenait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu en sortir et que du coup, il suffit de se reconnecter à la nouvelle voie parce qu'elle est toujours là aussi. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que les gens derrière, quand ils en prennent conscience, ils reviennent plus facilement sur la bonne habitude. Oui, parce qu'il y a déjà un chemin qui a déjà été pris et tracé plusieurs fois. Qu'est-ce que vous pensez de quelquefois on entend la théorie des 21 jours, des 28 jours pour changer une habitude? C'est quoi ça? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, mais c'est pas une réalité scientifique. C'est-à-dire que il y a des tests qui ont été faits sur le sujet, mais qui varient de 18 jours à 256 jours. Ah, 256. Donc, ah oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une variation aussi importante que ça? Parce qu'entre 18 et 256, c'est pas mal. Il y a presque une année d'écart. En fait, c'est ça. Ça n'a pas été. C'est pas quelque chose qui est scientifiquement évoqué. Pourquoi en fait on a ce résultat-là? Mais c'est essentiellement lié à l'ancrage des habitudes. Depuis quand on a des habitudes de cet ordre-là, qu'est-ce qu'elles génèrent chez nous. Voilà, il y a des choses qui sont tellement ancrées et qui nécessitent, au-delà de l'habitude, par exemple, le tabac, d'effets chimiquement de la substance, par exemple. Au-delà du geste, au-delà de l'action. Oui. Mais voilà, donc là, c'est pour ça que les 21 jours, bien sûr, parce que c'est une moyenne, parce qu'on parle... moi, j'aime bien parler de 3 mois, parce que je trouve que
3 mois, on est plus sûr d'être sur un vrai ancrage d'une nouvelle habitude. Mais en deçà de 21 jours, c'est vrai que c'est plus une thématique énergétique, hein, plus que scientifique, mais en tout cas, énergétiquement, on considère que si on tient pendant 21 jours, c'est beaucoup plus simple de rester sur la bonne voie neuronale. C'est vrai. Donc ouais, c'est pour ça, parce qu'il y a un peu de confusion. C'est plutôt 21, non, c'est plutôt 28. Moi, j'avais ces deux chiffres-là en tête. Bon, on va dire qu'on est dans la fourchette, quoi. On part sur un mois, voilà, un mois et demi. Et puis... C'est ça. Faut rester sur un mois, mais il faut pas se limiter. C'est pour ça que je dis, ne nous limitons pas à ça. C'est-à-dire que tant que on lâche jamais, en fait, on lâche jamais, puisque à un moment donné, c'est une habitude, encore une fois, et l'habitude, son intérêt, c'est d'économiser de l'énergie, donc de se retrouver dans quelque chose qui passe par habitude. Et tant qu'on n'est pas dans ce système-là et que ça nécessite encore de la réflexion, de la concentration, du centrage, de l'attention, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans une habitude. Est-ce qu'il y a des variations en fonction des personnes et des individus, justement, sur ces neurosciences? Parce qu'on est tous différents. Il y a aussi la culture de la population. On est un peu tous gaulois, hein, en France. On est tous en train de ronchonner dès qu'on change un peu nos habitudes. On est moins ouverts certainement peut-être que d'autres cultures au changement. Et pourtant le cerveau est le même. Tout à fait, mais pas la culture, vous avez raison, puisque 95% de nos pensées sont identiques à la veille et 80% de nos pensées ne nous appartiennent pas. Ah bah là, ça fait... Ah. Là, vous me faites peur, là. Christelle sort de ce corps. Ah non, mais... Alors, non, quand je dis qu'elle ne nous appartient pas, c'est juste le fait de se connecter finalement à l'origine de nos pensées, puisque vous pouvez le dire à juste titre. On est, nous, en France, et encore, si vous êtes né en France, dans une grande ville, à la campagne, à la montagne, à la mer, etc., on n'a pas le même système de pensée. Parce qu'on n'a pas les mêmes croyances. Parce que si vous êtes même né en France, mais que vous êtes dans une culture religieuse, quelle qu'elle soit, ou pas, dans un environnement scientifique, dans un environnement artistique, voilà, peu importe, et ben forcément, votre câblage n'est pas le même dès le départ. Votre environnement, votre culture, vos parents, vos enseignants, votre sphère sociale va créer votre système de pensée. Le formatage du disque dur n'est pas le même du tout. Et c'est ça, en fait, qui derrière... n'est pas le même du tout. C'est ce qui fait que les gens, en fait, notre système de pensée nous fait croire que tout ce qu'on pense est vrai. Donc c'est pour ça qu'en fait, on se comprend pas avec les autres, puisque les autres pensent que ce qu'ils pensent est vrai. C'est sûr. Donc forcément, c'est compliqué. On se retrouve à échanger sur des croyances qui nous appartiennent et qui sont mordiques sa vérité. D'accord. Alors, qui gagne entre une vérité et une vérité? En fait, la vérité est propre à chacun. Et quand on a compris que la vérité était propre à chacun, et ben du coup, ça nous permet de travailler effectivement plus sur de changement de prisme, de changement de positionnement vis-à-vis d'autres. Pourquoi moi, ce que je pense et ce que je crois est plus vrai que mon voisin, en fait. Et c'est vrai que quand la question de dire comment on prend conscience par une croyance qui nous limite, c'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment, par exemple, l'exemple de la ceinture de sécurité. Vous avez quelqu'un qui peut vous dire « Ah non, mais moi, je ne vais pas ma ceinture parce que je risque d'être handicapé. De toute façon, c'est plus dangereux de mettre une ceinture que de ne pas en mettre, etc. » Bon, ok. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans son environnement, il l'a expérimenté personnellement, ou qu'il a quelqu'un de sa famille qui l'a vécu, ou qu'il a entendu dire ça toute sa vie. C'est vrai, ça peut être ça. Et que du coup, pour lui, c'est une vraie vérité, c'est vrai. Et vous ne pourrez pas l'en faire des mots, parce que lui, il est sûr que ce qu'il dit, c'est vrai. Alors que quelqu'un en face, lui, a été dans l'expérimentation de la ceinture sauve la vie.
Et effectivement. Et les deux les parler. Et autant vous dire que ça va pas. Ça va être compliqué, ouais. Parce que chacun aura ses propres arguments et contre-arguments. Et... Voilà. Donc, être en conscience de ça, déjà, c'est nous permettre de rentrer en relation avec l'autre avec un autre point de vue. Et du coup, de pas se braquer quand on a conscience que nos croyances nous appartiennent et qu'elles sont pas celles du voisin. Même si on est câblé pareil, notre système de pensée, non. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être à l'écoute de l'autre et non pas s'arrêter sur la sphère du « moi je suis pour, moi je suis contre », mais d'aller confronter quelque part nos propres expériences et le pourquoi de comment on en est là, en fait. Et en fait, c'est ça, faut se poser, d'où la force et la puissance du questionnement sur nos croyances, nos propres croyances, et après, c'est en toute impartialité de se dire, est-ce que ça me sert ou ça me dessert, ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer, quoi. C'est ça. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est la neuroplasticité que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que avant, en fait, on considérait que on était équipé en neurones à la naissance et que ça se dégradait avec les années. Et c'est ce qui fait qu'on a laissé faire tout un tas de choses, toutes ces croyances-là. La phrase du « je suis trop vieux pour faire ci, je suis trop vieux pour quitter ça, je suis trop vieux pour apprendre l'anglais, j'ai plus l'âge de », ça c'est des phrases qu'on entend beaucoup. Et la neuroplasticité vient tordre le cou à ces phrases-là, puisqu'en fait, la science maintenant est très claire sur le fait que nos neurones, on peut les développer, les faire vivre et les activer toute notre vie. Ah bah ça, c'est une croyance que je n'avais pas. Parce que je me rappelle... Et je voulais écrire sur un plateau. Merci beaucoup, Christelle, parce que on m'avait ancré, c'est pas moi ce qui l'ai inventé, mais on m'avait ancré qu'à partir de... Mais c'était jeune, 25, 30 ans, tous les matins, on se levait avec des neurones sur l'oreiller. C'est ça. On a entendu ça, vous l'avez entendu. C'était ça avant la théorie. C'est tout à fait ça. Et du coup, c'est la neurogénèse et la neuroplasticité qui nous ont montré que non, c'est faux. Et ce qui est une vraie source d'avancer aussi pour les maladies que j'ai évoquées tout à l'heure, Alzheimer entre autres, c'est qu'en fait, quand on a conscience de ça, eh bien, comment continuer à actionner nos neurones en permanence, c'est l'apprentissage. Donc, c'est l'apprentissage dans sa globalité, découvrir des nouveaux lieux, rencontrer des nouvelles personnes, apprendre une nouvelle langue, lire du scientifique parce que je lis du roman, m'initier au japonais, voilà. Tout ça sont des sources de régénération. Ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort. C'est ça, enfin, c'est ça, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles. Croire que, effectivement, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est juste que la neuroscience nous dit que non, en fait. C'est comme ça et c'est autrement. On peut faire autrement, on peut penser autrement, on peut agir autrement, puisque tout ce qu'on vient d'évoquer malgré tout, nos habitudes, nos émotions, nos croyances, ont un impact sur notre comportement. Ben oui. Forcément. Donc du coup, notre mode de comportement va faire qui l'on est, ce qu'on représente avec nous-mêmes, ce qu'on n'est pas toujours très tendre avec soi, et le comportement qu'on a avec les autres. Donc effectivement, cette compréhension de dire que tout est possible, tout est changeant, tout est réalisable, nous permet de se repositionner, d'être notre propre centre, de se centrer sur soi et d'essayer de comprendre un petit peu comment on fonctionne, quels sont nos comportements, qu'est-ce qu'on a envie de changer pour pouvoir se présenter, on va dire, vis-à-vis des autres ou être rentré en relation avec les autres avec un autre comportement et différemment. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Bah oui, c'est quand même super positif parce que on est loin d'être fataliste. On sort de la fatalité et on est en train de se dire non mais si j'ai les clés, si j'ai le volant entre les mains, si j'ai la main, je peux m'ouvrir à plein de choses. C'est ça. Avec des difficultés, mais si effectivement il y a une motivation et une volonté on peut y arriver avec plus ou moins de temps certainement.
C'est ça. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'ancrage, de l'habitude ou de la croyance. Mais c'est faisable. Tout est réalisable, en fait. Et c'est vraiment ce que je trouve riche et intéressant dans la notion d'anxiété. Et votre partie coaching, en fait, elle comme vous disiez tout à l'heure, vous voyez comment la personne, réagit, manage peut-être ses équipes, et vous arrivez à cibler sur ses habitudes et à lui ouvrir les yeux sur effectivement si elle les dessert ou pas, et à le questionner. C'est ça, en fait, En fait, c'est tout à fait ça. C'est peu importe, en fait, la problématique, si elle est individuelle, collective, peu importe. Je vais chercher dans l'inconscient, je me monte au conscient, donc par le biais du questionnaire qu'on a vu tout à l'heure, et je mets les gens en action. Et en fait, c'est ces 3 choses-là qui vont permettre, en fait, les changements. Et encore une fois, c'est vraiment individuel, c'est-à-dire que ça part de l'individu. C'est pour ça que tout ce qui est collectif, c'est bien. Mais moi, c'est ce que j'aime dire aux managers, c'est de dire être OK avec soi déjà, avec ses propres comportements, ses propres habitudes, ses propres modes de fonctionnement. C'est déjà la priorité. C'est ce qui est le plus important, en fait, déjà, individuellement. Et après, on peut faire. Bah oui, parce que ça permet d'être déjà aligné par rapport à sa posture et puis à sa façon de faire. C'est ça, et puis de l'assumer, quoi. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'on a cette tendance, malgré tout, à porter des masques, etc. Donc, pourquoi ? Parce qu'on se protège de tout un tas de choses, et que nos croyances nous font penser que et donc, du coup, si on fait tomber toutes ces barrières-là, si on dégomme les croyances, si on fait monter la personne dans l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va parler vraiment en temps conscient de l'autre et en gestion de la relation, et qu'on lui met 2-3 bonnes habitudes, en règle générale, ça matche vite. Combien de temps il faut pour coacher quelqu'un ? Alors, en moyenne, on considère que c'est 10 séances, on va dire, en individuel. D'accord. De quoi ? D'1 heure ? De 2 ? Oui, voilà, entre 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, ça dépend des situations. Oui, c'est à peu près la moyenne, on va dire. Quand je reviens sur les habitudes, il y a une difficulté qui peut être réelle, c'est comment puis-je réagir face à des habitudes dont je ne suis pas forcément conscient qu'elles me desservent. Exemple, je suis sportif, j'adore courir, et je cours 5 jours par semaine, 5 fois par semaine. J'adore ça. C'est presque une drogue parce que j'en ai connu des coureurs qui, au bout de 48 heures sans avoir chaussé leur basket, étaient pas bien du tout parce qu'ils avaient besoin de sortir, prendre l'air et puis de se défouler. Et parce qu'effectivement, c'est une réelle drogue. Sauf que j'en ai connu pas mal qui, au bout de quelques années, étaient complètement cassés, physiquement, je parle. Donc c'est une habitude qui paraît bonne, très bonne, même excellente. Positive. Donc positive, oui. Ouais, c'est ça, parce que ça permet de garder la santé, la ligne, de travailler le cardio. Mais arriver à positionner le curseur, c'est toujours pareil en fait. La difficulté, c'est toujours d'arriver à mettre le curseur pas trop à gauche ni trop à droite, essayer de le garder au milieu pour que ce soit à la fois vertueux et puis sans tomber dans l'excès, quoi. Et la frontière, elle est fine. Elle est fine, et d'où l'intérêt à un moment donné d'ouvrir en fait aux autres. Parce que quelqu'un qui fait ça, vous allez avoir dans son environnement à un moment donné du style ah bah tiens, t'es encore parti courir, t'as raté ça. Ah bah tiens, on a été obligé de partir sans toi parce que t'étais en train de courir. Ou tu fais vraiment longtemps penser à tes articulations. Toutes ces choses-là, en fait, devraient être des alertes. Sont des alertes. Mais souvent, effectivement, nos croyances et voilà ce qu'on pensait, on pense plus facilement que les autres sont cons que nous, on est intelligents. Donc, on considère que les autres ont tort. Mais effectivement, les autres sont des très très bons indicateurs.
Je vois le temps qui passe très très vite. C'est passionnant. Vos prochaines activités, vos prochains projets, Christelle Caron, qu'est-ce que c'est ? C'est continuer à intervenir. Déjà, quand je fais quelques conférences, j'adore l'idée parce que c'est planter quelques petites graines comme on a pu faire aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça passionnant. Et puis, continuer mes interventions en entreprise parce qu'elles sont diverses et variées. C'est vrai que les sujets de prédilection, c'est vraiment les managers, les postures, mais le comportement en règle générale, parce que au-delà des managers, quand on vient toucher les salariés, ça sympa aussi. Et après, des fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on a pris conscience de certains comportements, c'est la communication. Parce que nous sommes des êtres humains et il faut qu'on peut vivre qu'en communiquant et en relation avec les autres. Donc moi, c'est vraiment ces trois sphères-là, ces trois entités-là qui sont importantes pour moi. Donc je continue à le faire dans ce sens. Je suis manager, je suis dirigeant, j'écoute ce podcast et je me dis, il faut que j'appelle Christelle Caron, il faut que je prenne contact avec elle, il faut qu'elle me le coach. J'ai des habitudes qu'il faut traiter. Comment je dois faire ? Alors, vous m'appelez. Mais comment je trouve votre numéro ? Comment je prends contact avec vous ? Une page de réseau social Oui, en fait, je suis sur tous les réseaux. Christelle Caron, ma phrase, c'est créatrice de connexion parce que on dissocier que connexion neuronale, connexion à soi, connexion aux autres. Donc pour moi, la connexion est importante. Donc tout est à mon nom et puis j'ai un site internet aussi. Et puis mon téléphone et mon mail. D'accord. Vous aurez tout sur autant. Et c'est ça avec joie. Mais je m'en doute. Quitte à faire des connexions, autant qu'elles soient aussi pour les personnes qui nous écoutent, aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Christelle Caron, merci beaucoup pour cet échange, ce moment passionnant. Je suis sûr que les gens qui n'avaient peut-être jamais entendu parler des neurosciences vont commencer à s'y intéresser, déjà à titre personnel. Oui. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Je pense que on se rappellera peut-être dans 1 an, 2 ans, pour reprendre contact et puis voir effectivement s'il y a des choses complémentaires ou des choses qui ont évolué par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci. Vous aussi. Au revoir. À très vite. Au revoir. Nous arrivons au terme de cet épisode, j'espère qu'il vous aura intéressé. Si vous voulez ne rien rater, bien sûr, de ce podcast, abonnez-vous en cliquant sur le bouton de vos applications, laissez-moi aussi un commentaire sympathique et constructif, et aussi une note de 5 étoiles sur votre application, c'est toujours motivant. Enfin, si vous avez des questions, écrivez-moi sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je vous parlerai du tout technique et parfois de ses travers. Allez, très belle semaine à vous, à très vite et en attendant, sauvons nos vies.